Mon copain m'a demandé en mariage, puis m'a envoyé une facture pour la bague. Il a pété les plombs quand j'ai joué à son propre jeu. Olivier et moi sortions ensemble depuis 3 ans, et je pensais que tout était normal. Même s'il était radin sur des choses bizarres, comme calculer exactement qui avait mangé quoi au restaurant et me faire payer mon supplément de sauce. Il tenait un fichier Excel pour savoir qui avait payé l'essence lorsque nous conduisions à tour de rôle. Il envoyait des factures à son colocataire s'il utilisait trop de papier toilette. Mais il avait un bon travail de comptable, et je me disais qu'il était simplement pointilleux avec l'argent. Nous avions parlé de mariage et regardé des bagues ensemble. Il savait que j'aimais les alliances simples en or, rien de sophistiqué ou de cher. Mon anniversaire approchait et Olivier n'arrêtait pas de faire des allusions à une grande surprise. Il a réservé dans le restaurant italien de notre premier rendez-vous et m'a dit de bien m'habiller. J'ai pensé que c'était enfin le moment. Après 3 ans de relation et mes allusions sur mon envie de me marier. Tous nos amis étaient déjà fiancés ou mariés, et Olivier savait que j'étais prête. Le dîner était parfait et Olivier semblait nerveux, ce que je trouvais mignon. Après le dessert, il a mis un genou à terre et tout le restaurant nous regardait. Il a sorti un écrin et a fait un discours sur le fait que je lui donnais envie d'être un homme meilleur et qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. J'ai dit oui immédiatement, et tout le monde a applaudi pendant qu'il passait la bague à mon doigt. Elle était magnifique, exactement ce que je lui avais montré des mois auparavant, un simple anneau en or avec un petit diamant. Nous nous sommes embrassés, le restaurant nous a offert du champagne, et je pleurais de joie. Ensuite, nous sommes rentrés à l'appartement, et Olivier a sorti son ordinateur portable. Il a dit que maintenant que nous étions fiancés, nous devions discuter finances. Je pensais qu'il parlait du budget du mariage, mais il a ouvert un fichier Excel intitulé « Échéancier de remboursement de la bague ». Il avait détaillé le coût de la bague à 3 600 €, taxes et assurances comprises. Il avait calculé un plan de paiement où je le rembourserais sur 12 mois avec 2% d'intérêt, car c'est ce que son livret A aurait rapporté. J'ai ri parce que c'était évidemment une blague, mais Olivier ne riait pas. Il a dit que les bagues de fiançailles étaient un investissement commun pour notre avenir et que je devais contribuer équitablement. Il a dit qu'il n'était pas juste que seuls les hommes aient à acheter des bagues et que les femmes modernes devaient payer leur part. Il avait même imprimé des articles sur l'égalité et les relations. J'ai demandé s'il était sérieux, et il a répondu qu'il avait déjà programmé des virements automatiques depuis mon compte à partir de la semaine suivante. Il avait besoin de mon RIB pour traiter les paiements. Il a dit que si je l'aimais vraiment, je voudrais payer la moitié du symbole de notre engagement. Quand j'ai dit que ce n'était pas comme ça que fonctionnaient les bagues de fiançailles, il m'a traité de croqueuse de diamants qui voulait juste des bijoux gratuits. Le lendemain matin, Olivier m'a envoyé une véritable facture avec des conditions de paiement et des pénalités de retard. Il avait mis sa mère, Hélène, en copie, qui a fait une réponse à tous en disant qu'il était intelligent de protéger ses actifs. Elle a dit que trop de femmes escroquaient les hommes pour des bagues puis rompaient. Elle a partagé une histoire sur le fils d'une amie qui n'avait jamais récupéré sa bague après des fiançailles rompues. Le frère d'Olivier, Julien, est intervenu pour dire qu'Olivier était un génie d'y avoir pensé. Son père, Robert, a dit qu'il regrettait de ne pas avoir fait la même chose avec la bague de la mère d'Olivier il y a 30 ans. Ils étaient tous fous. J'ai montré la facture à mes amis, et ils ont cru que c'était une blague jusqu'à ce qu'Olivier commence à leur envoyer des SMS pour qu'ils soient témoins de notre accord financier. Il a demandé à ma meilleure amie Lise de co-signer comme garante au cas où je ferais défaut. Il a demandé à ma sœur de confirmer qu'elle aiderait au paiement si je perdais mon emploi. Il a créé un calendrier Google partagé avec les dates d'échéance surlignées en rouge. Il a fait un graphique en forme de thermomètre pour suivre la progression des paiements comme si nous levions des fonds pour une œuvre caritative. Deuxième semaine de fiançailles, Olivier m'a présenté d'autres documents, un contrat de mariage où tout resterait séparé, une facture pour la moitié de tous nos futurs rendez-vous, un contrat stipulant que je le rembourserais pour tout cadeau de plus de 50 €, et un tableau des dépenses ménagères projetées où je paierais 60% parce que j'utilisais plus de shampoing. Il a calculé que je lui devais 40 € pour l'eau supplémentaire utilisée par mes douches plus longues sur 3 ans. Il voulait un remboursement rétroactif pour chaque cadeau d'anniversaire qu'il m'avait acheté. Il m'a facturé l'essence des fois où il était venu me chercher pour nos rendez-vous. Il a même essayé de me faire payer pour la charge mentale lorsqu'il m'écoutait me plaindre du travail. C'est là que j'ai décidé de jouer à son jeu. J'ai créé mon propre fichier Excel intitulé « Service de petite amie 2021 à 2024 ». J'ai calculé 3 ans de soutien émotionnel au tarif d'un psychologue, d'intimité physique au tarif d'une escorte, de cuisine au tarif d'un chef personnel,
de ménage au tarif d'une femme de ménage, de planification d'événements pour chaque anniversaire et fête au tarif d'un coordinateur, de shopping personnel puisque j'achetais tous ces vêtements décents, de photographie Instagram parce que je prenais toutes ces photos de profil, de coaching de carrière parce que j'avais aidé avec son CV, et de gestion sociale parce que j'organisais toutes nos réunions entre amis. Le total s'élevait à 460 000 €. Je lui ai envoyé la facture avec un délai de paiement à 30 jours et une note indiquant que le paiement de la bague serait déduit de ce qu'il me devait. Olivier a appelé en hurlant. Sa voix traversait mon téléphone, si aiguë et forte que j'ai dû l'éloigner de mon oreille. Il n'arrêtait pas de dire que je l'avais fait passer pour un idiot devant tout le monde en envoyant cette facture ridicule. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai laissé finir tout son discours sur le fait que je ne comprenais pas la dynamique de base d'une relation. Quand il s'est finalement arrêté pour respirer, je lui ai dit que mes conditions de paiement étaient à 30 jours, tout comme les siennes. J'ai dit que j'attendais le premier versement dans le mois et que nous pourrions déduire le coût de la bague qu'il prétendait que je devais du total. La ligne est devenue silencieuse une seconde avant qu'il ne raccroche. Je suis retourné regarder la télé mais je n'arrivais pas à me concentrer sur l'émission. Mon téléphone vibrait avec des SMS d'Olivier disant que nous devions parler en personne immédiatement. Je les ai ignorés et je me suis préparé à dîner. 1 heure plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement si fort qu'elle a tremblé dans son cadre. J'ai regardé par l'œilleton et j'ai vu Olivier debout avec un dossier sous le bras. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il m'a bousculé pour passer quand même et a commencé à sortir des papiers du dossier. Il avait imprimé des articles provenant de sites web masculinistes sur les femmes qui exploitaient financièrement leurs petits amis. Il les a étalés sur ma table basse comme des preuves lors d'un procès. Il a pointé du doigt des sections surlignées sur les croqueuses de diamants et les femmes manipulatrices. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pris mon propre dossier. J'avais passé l'après-midi à faire des recherches sur la violence financière après avoir parlé à mon ami qui travaillait dans un foyer pour femmes. J'ai étalé mes articles à côté des siens. Chacun décrivait des comportements qui correspondaient exactement à ce qu'Olivier faisait, suivre chaque dépense, me faire justifier mes achats, utiliser l'argent pour contrôler les décisions, exiger un paiement pour des activités relationnelles normales. Olivier a pris un article et l'a parcouru. Son visage est devenu rouge en lisant la liste des signes avant-coureurs. Il a laissé tomber les papiers et toute son expression a changé. Ses yeux sont devenus humides et sa voix s'est adoucie. Il a dit qu'il pensait que nous construisions un avenir ensemble et que je détruisais tout pour une histoire d'argent. Il s'est assis sur mon canapé sans demander et a mis sa tête dans ses mains. Je suis resté debout près du comptoir de la cuisine. J'ai souligné qu'il avait transformé nos fiançailles en affaires d'argent à la seconde où il avait ouvert ce fichier Excel. J'ai dit que les gens normaux n'envoient pas de facture à leur partenaire pour une bague de fiançailles. Il a levé les yeux et a dit qu'il essayait juste d'être juste et pragmatique. Je lui ai demandé si l'amour ressemblait à une transaction commerciale pour lui. Il n'a pas répondu. Mon téléphone a sonné pendant que nous étions assis en silence. Le nom d'Hélène s'est affiché sur l'écran. J'avais dit à Olivier des semaines auparavant que je ne voulais plus que sa mère m'appelle après qu'elle m'ait envoyé un long email sur les limites financières appropriées et les relations. J'ai laissé aller sur la messagerie, mais elle a rappelé tout de suite. J'ai répondu et mis le haut-parleur pour qu'Olivier puisse entendre. Hélène a commencé à parler avant que je puisse dire bonjour. Elle a dit que j'étais cruel envers son fils et que je détruisais son bonheur pour des soucis mesquins. Elle a dit qu'aucun homme décent ne voudrait m'épouser si je continuais à agir ainsi. Je l'ai interrompu et j'ai dit que c'était très bien parce que je ne voulais pas épouser quelqu'un qui traitait l'amour comme une affaire commerciale. Olivier a tendu la main vers le téléphone, mais je l'ai retiré. Hélène a continué à dire que je ne comprendrais jamais la valeur de l'argent parce que je n'avais jamais galéré. Je lui ai dit que comprendre l'argent ne signifiait pas l'utiliser comme une arme contre les gens qu'on prétend aimer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Olivier est parti après ça sans prendre ses articles. J'ai verrouillé la porte derrière lui et j'ai appelé Juliette. Elle a décroché à la première sonnerie, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis que j'avais envoyé la facture. Elle a écouté sans m'interrompre jusqu'à ce que j'ai fini. Puis elle a dit que je pouvais rester chez elle aussi longtemps que nécessaire pendant que je mettais de l'ordre dans mes affaires. Elle était ma meilleure amie depuis l'université et savait que le comportement d'Olivier avait empiré au cours de la dernière année. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais nous savions toutes les deux que j'allais accepter son offre. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Juliette pour demander si l'offre tenait toujours. Elle m'a envoyé son adresse et m'a dit de venir quand je serais prête.
J'ai attendu qu'Olivier parte au travail, puis j'ai conduit jusqu'à notre appartement. Juliette m'y a retrouvé avec des cartons vides et des sacs poubelles. Nous avons d'abord emballé mes vêtements, puis mes affaires personnelles de la salle de bain et de la chambre. J'ai laissé la plupart des meubles puisqu'Olivier les avait achetés et qu'il voudrait probablement calculer ce que je lui devais si j'emportais quoi que ce soit. La bague de fiançailles était posée dans une coupelle sur ma commode. Je l'ai prise et l'ai portée à la cuisine. Je l'ai laissée sur le comptoir à côté de la cafetière où Olivier la verrait en premier. J'ai écrit un mot sur un post-it disant qu'il pouvait la vendre pour récupérer son investissement puisque c'était clairement tout ce que cela signifiait pour lui. Juliette a lu le mot par-dessus mon épaule et a dit que c'était parfait. Nous avons tout chargé dans la voiture de Juliette et dans ma camionnette. L'appartement semblait vide avec toutes mes affaires parties. J'y avais vécu pendant 18 mois et cela faisait bizarre de partir si vite. Juliette a verrouillé derrière nous, et nous avons conduit jusqu'à chez elle à travers la ville. Elle avait une chambre d'amis qu'elle utilisait pour le stockage, mais nous l'avons vidée en 1 heure. J'ai déballé mes vêtements et installé mon ordinateur portable sur le bureau. Mon téléphone vibrait constamment avec des SMS d'Olivier demandant où j'étais. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le soir, j'avais 17 SMS et 9 emails d'Olivier. Les messages alternaient entre me supplier de revenir et menacer de me poursuivre pour rupture de contrat. Certains emails disaient qu'il m'aimait et avait fait une erreur. D'autres comprenaient des pièces jointes avec des documents juridiques sur les accords verbaux et les obligations financières. J'ai tout transféré à Juliette, qui préparait le dîner dans la cuisine. Elle est venue dans ma chambre et a lu les messages sur mon téléphone. Elle m'a regardé et a dit que c'était un comportement complètement fou. Je me suis senti soulagé que quelqu'un d'autre voie à quel point tout cela était tordu. Ma sœur Célia est arrivée à l'appartement de Juliette ce week-end-là avec du vin et de la nourriture chinoise. Elle m'a serré dans ses bras pendant un long moment avant de dire quoi que ce soit. Nous nous sommes assises sur le canapé de Juliette et avons mangé directement dans les boîtes. Célia a admis qu'Olivier l'avait contactée il y a 3 semaines, lui demandant si elle aiderait avec mes paiements de bague si je perdais mon emploi. Elle avait cru qu'il plaisantait et en avait ri. Puis elle a reçu le véritable email de facturation et a réalisé qu'il était sérieux. Elle m'a montré la chaîne de mai sur son téléphone. Olivier lui avait envoyé une ventilation détaillée de mes dépenses mensuelles et lui avait demandé de signer comme garante de secours. Elle n'avait jamais répondu, mais se sentait coupable de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Célia m'a dit qu'Olivier avait également appelé nos parents pour essayer de les amener à me mettre la pression. Notre père a répondu au téléphone et a écouté Olivier expliquer son plan de remboursement de la bague. Papa lui a apparemment ri au nez et lui a dit de grandir avant de raccrocher. Maman a appelé Célia juste après pour s'assurer que j'allais bien. Entendre que papa m'avait défendu a rendu tout cela plus réel. Ma famille voyait ce que je subissais et validait que ce n'était pas normal. Célia a ouvert le vin et a versé 3 verres. Nous avons passé le reste de la nuit à parler de toutes les choses étranges qu'Olivier avait faites et que j'avais rationalisées au fil des ans. Lundi matin, je suis retourné au travail pour la première fois depuis mon départ de chez Olivier. Mon collègue Stéphane s'est arrêté à mon bureau vers 10 heures. Il a tout de suite remarqué ma main gauche et a demandé où était passée ma bague. Je lui ai raconté l'histoire de base sur Olivier me facturant la bague de fiançailles et exigeant des paiements mensuels. La bouche de Stéphane s'est ouverte et il m'a regardé pendant quelques secondes. Il a dit que sa femme l'aurait jeté par la fenêtre s'il avait essayé quelque chose comme ça. D'autres collègues nous ont entendus parler et sont venus demander ce qui s'était passé. À l'heure du déjeuner, tout le bureau était au courant de la facture de la bague d'Olivier. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était l'histoire de rupture la plus bizarre qu'ils aient jamais entendue. Stéphane est passé à mon box plus tard cet après-midi-là avec un air inquiet. Il s'est assis sur la chaise vide à côté de mon bureau et a baissé la voix. Il m'a dit que sa sœur avait vécu quelque chose de similaire avec un ex qui traquait chaque centime qu'elle dépensait et utilisait l'argent pour la contrôler. L'ex lui faisait garder les reçus pour tout et remettait en question ses achats. Il lui refusait de l'affection si elle dépensait de l'argent sans son approbation. Stéphane a dit que sa sœur n'avait pas réalisé que c'était de la maltraitance jusqu'à ce qu'elle s'en sorte et commence une thérapie. Il a sorti son téléphone et m'a envoyé un contact par SMS, un thérapeute nommé Dr David, spécialisé dans la violence financière. J'ai regardé le nom sur mon écran et j'ai senti un déclic. C'était exactement ça. Pas Olivier étant excentrique avec l'argent. Pas lui étant prudent avec les finances. C'était du contrôle déguisé en égalité. J'ai remercié Stéphane et enregistré les coordonnées. Le lendemain matin,
Je suis arrivé au travail pour trouver ma patronne, Karine, qui m'attendait à mon bureau. Elle m'a demandé de venir tout de suite dans son bureau. J'ai eu l'estomac noué parce que son expression était sérieuse. Je l'ai suivie dans le couloir, me demandant ce que j'avais fait de mal. Elle a fermé la porte et a ouvert ses emails. Olivier lui avait envoyé un message à 6 heures ce matin-là. Il demandait qu'elle fasse une saisie sur salaire pour le paiement de la bague. Il avait joint sa facture et son échéancier de paiement. Il expliquait que je refusais d'honorer mes obligations financières. Karine l'avait déjà transféré au RH avec une note qualifiant cela de totalement inapproprié et possiblement de harcèlement. Elle m'a demandé si j'allais bien et si Olivier m'embêtait. Je me sentais gêné que ma vie personnelle déborde sur mon travail. J'ai expliqué la situation de base concernant les fiançailles et la facture. Karine a écouté sans m'interrompre et son expression est devenue plus inquiète. Elle m'a dit que les RH allaient me contacter et que je devais documenter tout ce qu'Olivier m'envoyait. Elle a aussi dit que l'entreprise me soutiendrait si j'avais besoin d'entreprendre une action quelconque. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau, secoué qu'Olivier ait contacté mon lieu de travail. 1 heure plus tard, la représentante des RH m'a appelé. Elle s'appelait Alice et semblait professionnelle mais gentille. Elle a expliqué que l'email d'Olivier pouvait être considéré comme du harcèlement au travail. Elle a demandé si je voulais déposer une plainte officielle contre lui. J'y ai réfléchi 1 minute. Une partie de moi voulait juste que tout cela disparaisse. Mais Alice a dit que même si je ne déposais pas plainte maintenant, il garderait l'email dans mon dossier au cas où son comportement empirerait. J'ai refusé de déposer une plainte officielle, mais j'ai apprécié de savoir que j'avais des options. Alice a dit de la contacter immédiatement si Olivier se présentait au bureau ou contactait quelqu'un d'autre au travail. Elle m'a aussi donné des informations sur le programme d'aide aux employés si je voulais du soutien psychologique. J'ai raccroché en me sentant soulagé que mon entreprise prenne cela au sérieux. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'Hélène. L'objet disait « Nous devons parler ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Le message était long et détaillé. Hélène écrivait qu'Olivier avait toujours été sensible à propos de l'argent parce qu'ils avaient eu du mal quand il était jeune. Son père a perdu son emploi quand Olivier avait 10 ans, et ils ont failli perdre leur maison. Olivier a vu ses parents se disputer à propos des factures et a vu sa mère pleurer sur le chéquier. Hélène a dit que cette expérience avait façonné la façon dont Olivier voyait la sécurité financière. Elle voulait que je comprenne d'où il venait. Elle pensait que si je connaissais son passé, je serais plus patiente avec son besoin de suivre les dépenses. J'ai lu tout l'email 2 fois. J'ai ressenti un bref moment de sympathie. Grandir avec le stress financier a dû être dur. Mais ensuite, je me suis souvenu de la facture dans mes emails, du tableau calculant ma consommation d'eau, de l'exigence que je le rembourse pour m'avoir écouté parler du travail. La pauvreté dans l'enfance n'excusait pas la manipulation financière à l'âge adulte. J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé une réponse. J'ai dit à Hélène que je comprenais le passé d'Olivier maintenant. J'ai apprécié qu'elle partage cette information avec moi, mais comprendre d'où venait son comportement ne signifiait pas que je devais l'accepter. Un vrai partenariat signifiait ne pas utiliser l'argent comme une arme contre son partenaire. Cela signifiait ne pas suivre chaque euro dépensé par sa petite amie ni lui facturer le soutien émotionnel. J'ai expliqué que ce qu'Olivier faisait avait un nom et que cela s'appelait de la violence financière. J'ai dit que j'espérais qu'il se ferait aider, mais que je ne pouvais pas rester dans une relation où l'argent était utilisé comme une arme. J'ai envoyé l'email et je me suis senti bien d'avoir tenu bon. Hélène n'a jamais répondu. Son silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa position. Elle préférait permettre à son fils de continuer plutôt que d'admettre que son comportement était mauvais. 2 jours plus tard, Julien m'a envoyé un SMS de nulle part. Il a dit que j'étais dramatique à propos de toute la situation. Olivier voulait juste que nous soyons des partenaires égaux financièrement. Les relations modernes exigeaient que les 2 personnes contribuent. J'ai regardé le texte, sentant la colère monter dans ma poitrine. J'ai ouvert mes photos et trouvé des captures d'écran des exigences d'Olivier. Celles sur le remboursement rétroactif des cadeaux d'anniversaire. Celles me facturant le travail émotionnel. Le tableur calculant le coût de l'eau de mes douches. J'ai tout envoyé à Julien en succession rapide. Puis j'ai tapé un message demandant si cela ressemblait à un partenariat égal pour lui. Est-ce que des partenaires égaux s'envoient des factures pour écouter des problèmes? Exige-t-il le remboursement de cadeaux offerts il y a des années? Calcule-t-il le coût de l'eau utilisée par leur petit ami?
Julien a lu les messages immédiatement. J'ai regardé les 3 points apparaître et disparaître plusieurs fois. Puis plus rien. Il a complètement cessé de répondre. Je me suis assise sur le canapé de Juliette ce soir-là en pensant au silence de Julien. Toute sa famille avait encouragé le pire comportement d'Olivier pendant des années. Hélène défendant la facture de la bague. Robert souhaitant avoir fait la même chose. Julien qualifiant Olivier de génie pour son stratagème. Ils avaient créé un environnement où Olivier pensait que facturer sa fiancée était parfaitement raisonnable. Pas étonnant qu'il ne puisse pas voir à quel point sa façon de penser était tordue. Toute sa famille renforçait l'idée que c'était normal, que les femmes essayaient d'escroquer les hommes, que protéger ses actifs importait plus que de construire la confiance. Je me sentais triste pour la prochaine personne qu'Olivier fréquenterait parce que sa famille encouragerait le même comportement de contrôle. Juliette est rentrée avec de la nourriture thaïlandaise et m'a trouvé en train de fixer mon téléphone. Elle s'est assise à côté de moi et a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai parlé du SMS de Julien et de son silence qui a suivi. Juliette a suggéré quelque chose que je n'avais pas envisagé. Elle avait une amie nommée Béatrice qui était avocate spécialisée dans les divorces. Même si je n'étais pas marié, Béatrice pouvait m'expliquer ma position juridique concernant la bague et les menaces d'Olivier. Juliette a dit que Béatrice lui devait une faveur et qu'elle me conseillerait probablement gratuitement autour d'un café. J'ai accepté parce que je voulais savoir si Olivier avait réellement un quelconque fondement juridique. Juliette a envoyé un SMS à Béatrice sur le champ et a obtenu une réponse immédiate. Béatrice était libre samedi matin et a suggéré un café près de son bureau. Samedi est arrivé et j'ai rencontré Béatrice à un endroit appelé La Rome. Elle était plus jeune que je ne le pensais, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux noirs tirés en une queue de cheval soignée. Elle a commandé des lattes pour nous deux et nous nous sommes assises à une table en coin. J'ai montré à Béatrice la facture d'Olivier et j'ai expliqué toute la situation. Béatrice a tout lu avec une expression de plus en plus amusée. Elle a expliqué que les bagues de fiançailles étaient généralement considérées comme des cadeaux conditionnels. La condition était le mariage. Comme c'était moi qui mettais fin aux fiançailles, Olivier pourrait techniquement avoir un droit légal de récupérer la bague. J'ai eu l'estomac noué jusqu'à ce que je me souvienne. J'ai dit à Béatrice que j'avais déjà laissé la bague à l'appartement d'Olivier. Je ne la gardais pas. L'expression de Béatrice s'est transformée en soulagement. Elle a dit que cela changeait tout. Si j'avais rendu la bague, alors Olivier n'avait rien à réclamer. Elle a demandé si j'avais une preuve que je l'avais laissée là-bas. J'ai sorti la photo que j'avais prise de la bague posée sur le comptoir de sa cuisine. Béatrice a hoché la tête et a dit de garder cette photo en sécurité. Ensuite, elle a regardé à nouveau la facture d'Olivier et a éclaté de rire. Elle a dit qu'aucun tribunal n'appliquerait jamais une demande de remboursement de bague de la part d'un destinataire. Tout le concept était absurde. Les bagues de fiançailles étaient des cadeaux. On ne facture pas les gens pour des cadeaux après coup. Les menaces d'Olivier de me poursuivre étaient complètement vides. Il n'avait aucun dossier juridique. Même s'il essayait de déposer quelque chose, n'importe quel juge le rejetterait immédiatement. Béatrice a dit qu'Olivier essayait clairement de m'intimider pour que je le paie. Elle m'a conseillé d'arrêter complètement de répondre à ses messages. De le bloquer si nécessaire. De ne pas entrer dans son jeu de menaces ou d'exigences. Plus je répondais, plus il allait escalader. J'ai senti un poids énorme s'enlever de mes épaules. Entendre d'une véritable avocate qu'Olivier ne pouvait rien faire rendait ses messages de plus en plus déséquilibrés moins effrayants. J'ai remercié Béatrice et lui ai offert un autre latte. Elle m'a donné sa carte et a dit d'appeler si Olivier essayait vraiment d'engager une procédure légale. Elle me représenterait bénévolement juste parce que l'affaire était si ridicule. J'ai quitté le café en me sentant plus confiante que je ne l'avais été depuis des semaines. Ce soir-là, j'ai regardé les réseaux sociaux d'Olivier pour la première fois depuis que j'avais bloqué son numéro. Il avait posté une mise à jour vague sur le fait d'apprendre qui sont ses vrais amis quand les temps sont durs. Il a partagé un article sur la trahison et les relations. Il a posté une citation sur les gens montrant leur vrai visage. La section des commentaires s'est remplie d'amis inquiets demandant s'il allait bien. Plusieurs amis communs m'ont envoyé des SMS pour demander ce qui s'était passé entre nous. J'ai fixé mon téléphone pendant 20 minutes en essayant de décider quoi dire. Olivier était clairement en train de mettre en place un récit où j'étais la méchante. Il voulait que tout le monde pense que je lui avais fait du tort d'une manière ou d'une autre. Je pouvais rester silencieuse et le laisser contrôler l'histoire ou je pouvais dire la vérité.
J'ai ouvert une conversation de groupe avec nos amis les plus proches et j'ai tapé un message simple. J'ai expliqué qu'Olivier m'avait envoyé une facture pour la bague de fiançailles me demandant de le rembourser par versement mensuel avec intérêt. J'ai joint une capture d'écran de son échéancier de remboursement de la bague. Je n'ai ajouté ni commentaire ni drame. J'ai juste énoncé les faits et je les ai laissés parler d'eux-mêmes. Les réponses sont arrivées rapidement. Juliette a répondu la première avec une série d'émojis au visage choqué. Stéphane a tapé un long message disant que c'était la chose la plus ridicule qu'il ait jamais entendue. Célia a envoyé 3 paragraphes sur la violence financière et les tactiques de contrôle. D'autres amis sont intervenus avec des variations d'incrédulité et de dégoût. La plupart des gens étaient fermement de mon côté. Quelques-uns ont demandé si j'étais sérieuse ou si c'était une sorte de malentendu. J'ai envoyé plus de captures d'écran, la facture avec les conditions de paiement, le tableau des dépenses ménagères projetées, le calcul de ma consommation d'eau pour la douche. Personne n'a demandé si j'étais sérieuse après ça. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un nommé Antoine, dont je me souvenais vaguement comme étant l'ami d'Olivier de son cabinet comptable. Il s'est excusé pour le comportement d'Olivier et a dit qu'il se sentait très mal que les choses se soient terminées ainsi. Il a admis qu'il avait été témoin de l'avarice extrême d'Olivier au fil des ans, mais n'avait jamais réalisé que cela s'étendait aux relations amoureuses. Il a partagé une histoire sur Olivier calculant le coût permanent des appels téléphoniques avec Hélène et lui présentant une facture pour avoir dépassé son forfait mensuel. Antoine a dit qu'il avait toujours pensé qu'Olivier plaisantait, mais maintenant il comprenait que c'était sérieux. Un autre ami d'Olivier nommé François m'a contacté avec un message similaire. Il a dit qu'Olivier avait toujours été bizarre avec l'argent, mais qu'il avait supposé que je savais dans quoi je m'engageais. Il s'est excusé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt sur les signaux d'alarme qu'il avait remarqués. Je les ai remerciés tous les deux de m'avoir contacté. C'était validant de savoir que d'autres personnes voyaient à quel point le comportement d'Olivier était anormal. Olivier a dû voir les réponses du chat de groupe ou entendre parler des amis parce qu'il a fait son propre post détaillé sur les réseaux sociaux le lendemain matin. Il a partagé des captures d'écran de son échéancier de remboursement de bagues avec une longue légende sur l'égalité financière dans les relations modernes. Il a posté des liens vers des articles sur des femmes qui gardaient des bagues chères après des fiançailles rompues. Il a écrit des paragraphes sur la façon dont les bagues de fiançailles étaient des investissements communs et que les deux partenaires devaient contribuer également. Il a inclus des graphiques montrant la hausse du coût des diamants et combien il était injuste que les hommes supportent tout le fardeau financier. Le post était public et des dizaines de personnes pouvaient le voir. J'ai regardé les commentaires arriver et il n'était pas du tout ce à quoi Olivier s'attendait. Les gens l'ont traité de contrôlant. Ils ont dit que son comportement était bizarre et inquiétant. Ils ont souligné que les cadeaux ne sont pas accompagnés de factures. Ils ont demandé s'il facturait aussi sa mère pour les cadeaux d'anniversaire. Les commentaires sont devenus plus durs à mesure que plus de gens donnaient leur avis. Quelqu'un a dit qu'il avait besoin d'une thérapie. Une autre personne a dit, pas étonnant que sa petite amie l'ait quitté. Une femme a partagé sa propre histoire à propos d'un ex qui utilisait l'argent pour la contrôler et a dit que le poste d'Olivier lui rappelait de mauvais souvenirs. Hélène a sauté dans les commentaires en moins d'1 heure pour défendre son fils. Elle a écrit mon nom complet et m'a traité de croqueuse de diamants qui n'avait jamais apprécié Olivier. Elle a dit que je l'avais utilisé pendant 3 ans et essayé de voler une bague chère. Elle a affirmé que je manipulais la situation pour faire passer Olivier pour le méchant alors qu'en réalité, j'étais le problème. Elle a posté que les femmes modernes voulaient l'égalité jusqu'à ce qu'il soit temps de payer pour les choses. Plusieurs de mes amis ont vu les commentaires d'Hélène et sont intervenus pour me défendre. Juliette a écrit une réponse détaillée expliquant que facturer sa fiancée n'était pas un comportement normal. Célia a expliqué les tactiques de violence financière. Même des inconnus qui ne connaissaient aucun de nous ont commencé à commenter que le comportement d'Olivier était contrôlant et qu'Hélène l'encourageait. Une personne a souligné que si Olivier pensait que la bague était un investissement commun, alors il aurait dû en discuter avant de l'acheter, et non surprendre sa petite amie avec une facture après la demande en mariage. La section des commentaires s'est transformée en un véritable débat sur la dynamique des relations et le contrôle financier. Olivier a supprimé le post entier 3 heures après l'avoir mis en ligne. J'ai reçu une capture d'écran de Juliette quelques minutes plus tard. Elle avait tout capturé, y compris les commentaires d'Hélène et toutes les réponses. Juliette m'a envoyé un message disant que nous devrions garder les captures d'écran comme preuve au cas où Olivier essaierait de réécrire l'histoire plus tard. J'ai tout enregistré dans un dossier sur mon ordinateur portable. J'avais la documentation de ses factures, ses emails à ma patronne, ses posts sur les réseaux sociaux,
et maintenant les commentaires publics où son propre comportement s'était retourné contre lui. Une partie de moi se sentait mal de voir la tentative d'Olivier de se défendre s'effondrer si spectaculairement. Une autre partie se sentait soulagée que d'autres personnes puissent voir ce que j'avais subi. J'ai appelé la thérapeute que Stéphane avait recommandée et j'ai obtenu un rendez-vous pour la semaine suivante. Elle s'appelait Dr Martin et elle avait des disponibilités le jeudi après-midi. J'ai pris une demi-journée de congé et j'ai conduit jusqu'à son bureau dans un centre médical au centre-ville. La salle d'attente avait des chaises confortables et des magazines, car personne ne lit plus. Dr Martin est sorti pour m'accueillir pile à l'heure. Elle avait probablement la cinquantaine, avec des cheveux gris et des yeux gentils. Nous nous sommes assises dans son bureau et elle m'a demandé d'expliquer pourquoi j'étais venu. J'ai passé toute la première séance à lui raconter l'histoire de la facture de la bague. Je lui ai montré les tableaux et les documents qu'Olivier avait créés. J'ai expliqué la réponse de sa famille et les demandes croissantes. Dr Martin a écouté sans m'interrompre et a pris des notes sur un bloc. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et a confirmé que ce que j'avais vécu était de la violence financière. Elle a expliqué qu'Olivier avait utilisé l'argent comme un outil pour me contrôler et me manipuler tout au long de notre relation. Elle m'a aidé à voir que ses comportements antérieurs n'étaient pas juste des bizarreries ou le fait d'être prudent avec l'argent. C'étaient des signaux d'alarme que j'avais normalisés au fil du temps parce qu'ils avaient augmenté progressivement. Elle a dit que les abuseurs commencent souvent petits avec des choses qui semblent raisonnables, comme partager les factures équitablement, puis ils augmentent lentement le contrôle jusqu'à ce que leurs partenaires ne reconnaissent plus à quel point tout est devenu anormal. J'ai ressenti un mélange bizarre de soulagement et de tristesse en l'entendant expliquer cela. Soulagement parce que quelqu'un avec une formation professionnelle validait que je ne réagissais pas de manière excessive. Tristesse parce que j'avais perdu 3 ans avec quelqu'un qui voyait notre relation comme une transaction commerciale. Dr Martin m'a donné des devoirs pour notre prochaine séance. Elle m'a demandé de suivre toutes les fois où Olivier avait utilisé l'argent pour me contrôler ou me punir pendant notre relation. Elle voulait que j'écrive des incidents spécifiques avec des dates si je pouvais m'en souvenir. J'ai commencé la liste ce soir-là assise sur le canapé de Juliette avec mon ordinateur portable. J'ai noté la fois où Olivier m'a fait le rembourser pour un dîner d'anniversaire parce que j'avais commandé une entrée qu'il ne voulait pas partager. Je me suis souvenu de quand il m'avait facturé l'essence après m'avoir conduite aux urgences pour une infection rénale. J'ai ajouté l'incident où il m'avait facturé la moitié du coût de son abonnement à la salle de sport parce que j'avais utilisé un pass invité 2 fois. La liste s'allongeait à mesure que d'autres souvenirs refaisaient surface. Olivier calculant ma part des charges en fonction du nombre d'heures que je passais à l'appartement. Olivier me faisant rembourser les courses qu'il avait achetées et dont j'avais mangé une partie. Olivier me facturant l'utilisation de son compte Netflix même si nous le regardions ensemble. J'ai réalisé qu'il y avait des dizaines d'incidents que j'avais rejetés comme étant juste lui étant prudent avec l'argent. Les voir tous écrits dans un seul document rendait le schéma évident. Chacun impliquait Olivier utilisant l'argent comme levier ou punition. Chacun me faisait me sentir coupable d'avoir des besoins ou de prendre de la place. J'avais passé 3 ans à marcher sur des œufs concernant l'argent pendant qu'Olivier traquait chaque centime que je pourrais lui devoir. Une lettre officielle est arrivée dans ma boîte aux lettres chez Juliette 2 semaines plus tard. L'adresse de retour indiquait un cabinet d'avocats du centre-ville. Je l'ai ouverte debout dans le couloir et j'ai lu le jargon juridique exigeant le paiement de la bague plus les intérêts accumulés. Olivier avait réellement engagé un avocat pour menacer de poursuite au tribunal. La lettre prétendait que je lui devais 3 600 € plus 2% d'intérêts calculés à partir de la date d'achat. Elle menaçait d'action en justice si je ne payais pas dans les 30 jours. J'ai pris des photos de la lettre et les ai envoyées par SMS à Béatrice. Elle m'a rappelé dans l'heure et m'a demandé de transférer la lettre réelle à son bureau. Elle a tout examiné et a rappelé ce soir-là. Béatrice a expliqué que l'avocat faisait probablement juste ce pourquoi Olivier le payait sans s'attendre à ce que cela aille quelque part. La plupart des avocats écriraient une lettre de mise en demeure si un client les payait, mais cela ne signifiait pas qu'ils pensaient que l'affaire était fondée. Elle a dit que la lettre était pleine de langage menaçant standard conçu pour effrayer les gens afin qu'ils paient. Elle m'a assuré qu'Olivier n'avait aucun fondement juridique pour sa réclamation puisque j'avais rendu la bague. Elle a demandé si je voulais qu'elle réponde ou si je voulais l'ignorer. Je lui ai dit de répondre parce que je voulais que cela soit documenté au cas où Olivier irait plus loin. Béatrice a rédigé une lettre de réponse expliquant que j'avais rendu la bague et que je ne devais rien. Elle a inclus la photo preuve de la bague posée sur le comptoir de la cuisine d'Olivier avec un horodatage. Elle a noté que les bagues de fiançailles étaient des cadeaux conditionnels et que la condition avait été remplie par mon retour de la propriété.
Elle a ajouté que le harcèlement continu pourrait m'amener à demander une ordonnance de protection. Elle m'a envoyé une copie avant de l'envoyer à l'avocat d'Olivier. La lettre était professionnelle mais ferme. Elle indiquait clairement que j'avais une représentation légale et que je ne me laisserais pas intimider par des menaces vides. L'avocat d'Olivier n'a jamais répondu à la lettre de Béatrice. 2 semaines se sont écoulées dans un silence complet. Béatrice a dit que c'était typique et a suggéré que l'avocat avait probablement conseillé à Olivier de laisser tomber. Elle a expliqué que la plupart des avocats ne voudraient pas porter une affaire aussi ridicule devant un tribunal où ils perdraient certainement. Le silence ressemblait à une petite victoire. Olivier avait essayé d'utiliser le système judiciaire pour m'intimider et cela s'était retourné contre lui, tout comme son post sur les réseaux sociaux. Mes parents ont appelé le soir suivant pour demander si je voulais venir dîner samedi. Je ne leur avais pas dit grand-chose sur ce qui s'était passé avec Olivier, sauf que nous avions rompu et que je restais temporairement chez Juliette. Quand je suis arrivé chez eux, maman avait fait mes lasagnes préférées, et papa m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Nous nous sommes assis pour manger, et il y a eu ce silence gênant jusqu'à ce que papa dise enfin qu'il était soulagé que je n'ai pas épousé Olivier. Il a admis qu'il avait toujours pensé qu'Olivier était bizarre avec l'argent, mais supposait que je savais dans quoi je m'engageais puisque nous étions ensemble depuis 3 ans. Maman a hoché la tête et a mentionné qu'elle avait remarqué qu'Olivier ne proposait jamais de participer à l'addition quand il nous emmenait dîner. Elle a dit qu'il les avait toujours laissés couvrir la totalité de la note pendant qu'il restait assis là à calculer ce qu'il économisait. J'ai senti mon visage chauffer parce que je n'avais jamais remarqué ce schéma auparavant. Toute ma famille avait vu les signaux d'alarme que j'ignorais depuis 3 ans. Ils avaient vu Olivier profiter de leur générosité et n'avaient jamais rien dit parce qu'ils pensaient que j'étais d'accord avec ça. Papa a dit qu'ils avaient discuté plusieurs fois de dire quelque chose, mais ne voulaient pas interférer dans ma relation. Je leur ai parlé de la facture de la bague et de tout ce qui a suivi. Maman avait l'air horrifiée, et papa s'est vraiment mis en colère, disant qu'Olivier avait du culot de me traiter comme une transaction commerciale. Ils ont demandé si j'allais vraiment bien, et j'ai dit que j'y arrivais. La conversation a dérivé vers des choses pratiques comme ma recherche d'appartement et si j'avais besoin d'aide pour les frais de déménagement. Célia est venue chez Juliette quelques jours plus tard avec du café et des pâtisseries. Elle m'a fait asseoir et a dit qu'elle avait fait des recherches sur la violence financière parce que ce qu'Olivier avait fait continuer de la déranger. Elle voulait s'assurer que j'allais vraiment bien et que je ne faisais pas juste semblant. Nous avons fini par parler pendant près de 3 heures de la façon dont le comportement d'Olivier m'avait isolé et m'avait fait remettre en question mon propre jugement sur la dynamique relationnelle normale. Célia a souligné que j'avais arrêté de suggérer de sortir avec des amis parce que je ne voulais pas gérer Olivier calculant la part de chacun dans l'addition. Elle m'a rappelé que j'avais arrêté d'acheter des choses que je voulais parce que je savais qu'Olivier ferait des commentaires sur le gaspillage d'argent. J'ai réalisé qu'elle avait raison sur tout. Olivier m'avait lentement entraîné à surveiller mes propres dépenses et ma vie sociale pour éviter ses critiques. Célia m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était fière de moi pour m'en être sortie avant que nous ne soyons réellement mariés. Elle m'a fait promettre de lui dire si Olivier essayait de me contacter à nouveau parce qu'elle ne lui faisait pas confiance pour me laisser tranquille. J'ai commencé à regarder des appartements en ligne ce week-end-là. Juliette avait été géniale de me laisser rester chez elle, mais j'avais besoin de mon propre espace. La liberté de choisir un endroit qui était entièrement le mien semblait incroyable. Personne ne suivrait ma consommation d'énergie ni ne me facturerait pour du shampoing supplémentaire. Personne ne calculerait le coût de mes douches plus longues ni ne m'enverrait de facture pour avoir utilisé trop de papier toilette. Je pouvais acheter du bon café ou commander à emporter quand je voulais sans culpabilité ni explication. J'ai passé des heures à faire défiler les annonces et j'ai sauvegardé plusieurs possibilités à visiter. L'idée de vivre seul m'excitait réellement au lieu de m'effrayer. Je n'avais jamais vécu seul auparavant parce que j'avais emménagé avec Olivier après l'université. Ce serait un territoire complètement nouveau où je pourrais découvrir qui j'étais sans quelqu'un surveillant constamment mes choix. Olivier a découvert d'une manière ou d'une autre que je cherchais un appartement. Il m'a envoyé un email avec un fichier Excel joint montrant des calculs de combien d'argent je gaspillerais en loyer au lieu de partager les coûts avec lui. Il avait inclus les coûts moyens des services publics pour une personne par rapport à 2 personnes partageant les dépenses. Il avait calculé la différence sur 1 an, 5 ans et 10 ans pour montrer combien je perdrais en vivant seul. Il avait même pris en compte le coût d'achat de mes propres meubles au lieu de partager les siens. L'email se terminait par une note disant qu'il essayait de m'aider à prendre des décisions financières intelligentes. J'ai fixé le tableau pendant un long moment, puis j'ai supprimé l'email sans répondre. Rien de ce que je pourrais dire ne lui ferait voir à quel point sa pensée était tordue.
Il croyait sincèrement qu'il était utile en m'envoyant des calculs financiers sur pourquoi je devrais rester avec lui. Le tableau prouvait que même après tout ce qui s'était passé, il voyait toujours notre relation comme un arrangement commercial où les chiffres comptaient plus que tout le reste. J'ai trouvé un petit 2 pièces la semaine suivante. Il était au 3e étage d'un vieil immeuble avec du parquet et de grandes fenêtres qui laissaient entrer des tonnes de lumière naturelle. Le loyer était raisonnable, et la propriétaire semblait gentille quand je l'ai rencontrée pour la visite. J'ai signé le bail le jour même parce que cela semblait parfait pour recommencer à zéro. Juliette m'a aidé à coordonner la récupération de mes dernières affaires chez Olivier. Nous avons attendu un jour de semaine où nous savions qu'il serait au travail. Sa clé de secours était toujours sur mon trousseau et nous sommes entrés. La plupart de mes affaires étaient encore dans des cartons depuis que j'avais emballé pour partir à l'origine. Nous avons tout chargé dans la voiture de Juliette en 3 voyages. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine à côté de l'endroit où j'avais laissé la bague de fiançailles des semaines auparavant. La bague n'était plus là, probablement retournée dans sa boîte quelque part. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement où j'avais vécu pendant 2 ans et je n'ai rien ressenti d'autre que du soulagement de partir. Olivier m'a envoyé un SMS ce soir-là. Il avait envoyé une photo des espaces vides où mes affaires se trouvaient auparavant avec un message disant que je jetais 3 ans par la fenêtre pour un simple malentendu. Il a dit que nous pourrions régler cela si je m'asseyais simplement et parlais avec lui raisonnablement des finances. Il a dit qu'il m'aimait et voulait construire un avenir ensemble. Il a dit que je dramatisais et que j'étais émotionnel au lieu d'être logique. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai bloqué son numéro. Il n'y avait pas de malentendu entre nous. Olivier m'avait montré exactement qui il était quand il avait envoyé cette première facture. Il me l'avait montré à nouveau avec chaque tableau, calcul et demande de paiement. Bloquer son numéro donnait l'impression de fermer une porte que j'aurais dû fermer des mois auparavant. Hélène a commencé à m'appeler depuis différents numéros pour essayer de me joindre. Elle appelait de son portable, puis du téléphone de Robert, puis de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai continué à rejeter les appels jusqu'à ce que finalement je réponde à l'un d'eux parce que j'étais fatigué du harcèlement. Hélène s'est immédiatement lancée dans un discours sur le fait que je gâchais la vie d'Olivier et brisais son cœur. Elle a dit qu'il était déprimé et mangeait à peine et que tout était de ma faute. J'ai attendu qu'elle finisse et je lui ai dit fermement qu'Olivier avait besoin d'une thérapie, pas d'une femme. J'ai dit qu'elle devait arrêter d'encourager un comportement qui l'empêcherait d'avoir des relations saines. Je lui ai dit que suivre chaque centime dépensé par son partenaire n'est pas normal ni sain. Hélène s'est tue un instant, puis a commencé à pleurer. Elle a admis à travers ses larmes que Robert faisait des choses similaires avec elle concernant l'argent. Elle a dit qu'il surveillait ses dépenses et la faisait justifier chaque achat. Elle a dit qu'il faisait ça depuis le début de leur mariage et qu'elle avait appris à accepter cela comme étant la norme. Elle a dit qu'elle pensait que tous les hommes étaient comme ça avec l'argent et que les femmes devaient simplement faire avec. Je me sentais triste pour elle, mais je savais aussi que je ne pouvais pas la sauver d'une situation dans laquelle elle avait choisi de rester pendant 30 ans. Je lui ai dit doucement qu'elle méritait mieux, elle aussi, et que ce que Robert faisait n'était pas normal non plus. Elle a pleuré plus fort et a raccroché. Elle n'a plus rappelé. Je me suis concentré sur mon installation dans mon nouvel appartement au cours des 2 semaines suivantes. J'ai acheté une cafetière qui faisait des boissons sophistiquées et je l'utilisais tous les matins sans calculer le coût par tasse. J'ai commandé à emporter 3 fois en une semaine juste parce que j'en avais envie. J'ai acheté du shampoing cher et en ai utilisé autant que je voulais sous la douche. J'ai laissé des lumières allumées dans des pièces vides sans m'inquiéter de la facture d'électricité. Des choses simples qui auraient toujours dû être normales semblaient révolutionnaires. Après 3 ans de surveillance financière constante d'Olivier, Juliette est venue un soir avec du vin et nous nous sommes assises sur mon nouveau canapé pour regarder des films. Elle a dit que je semblais plus légère et plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Le poids de devoir constamment me surveiller et justifier mes choix s'était levé. Je redécouvrais qui j'étais en dehors des tableaux d'Olivier, et j'aimais beaucoup mieux cette personne. Au travail le lendemain, Stéphane s'est arrêté à mon bureau avec son café et a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien et il a hoché la tête mais avait l'air inquiet. Il m'a dit qu'Olivier s'était présenté hier après-midi demandant à quel étage je travaillais. La sécurité l'a repéré errant dans le bâtiment essayant différents ascenseurs. Quand ils ont demandé ce qu'il faisait, il a dit qu'il devait me parler d'une affaire financière urgente. La sécurité lui a dit de partir, mais il a continué à insister qu'il avait des documents importants que je devais signer. Il a sorti un dossier et a essayé de forcer le passage au bureau de sécurité.
Ils ont dû l'escorter physiquement jusqu'au parking pendant qu'il criait que je le volais. Stéphane a dit que les RH se sont impliqués parce qu'Olivier continuait d'appeler la ligne principale du bureau exigeant d'être connecté à mon poste. Ils ont déposé un avertissement officiel pour intrusion qui est entré dans le système de sécurité du bâtiment avec la photo d'Olivier. S'il se présentait à nouveau, ils appelleraient la police. Je me sentais gêné que mon drame personnel ait débordé sur mon lieu de travail, mais aussi effrayé. Que Olivier se présente à mon travail signifiait qu'il perdait le contrôle de la situation et devenait désespéré. Cet après-midi-là, Béatrice a appelé et a demandé si j'étais assise. Elle a dit qu'Olivier avait déposé une plainte au tribunal pour 3 600 €, le coût exact de la bague. Je lui ai rappelé que j'avais laissé la bague à son appartement et que j'avais même des photos le prouvant. Béatrice a ri et a dit qu'elle savait et que le juge rejetterait ça immédiatement. Elle a expliqué qu'Olivier prétendait que j'avais endommagé la valeur de revente de la bague en l'apportant. Donc, même s'il l'avait récupérée, je lui devais le prix d'achat total. Son dossier comprenait des captures d'écran de ma facture de « service de petit ami », comme preuve de mes intentions mercenaires. Béatrice a dit que nous pourrions facilement faire rejeter cela et pourrions contre-attaquer pour harcèlement s'il continuait à insister. Elle a demandé si je voulais demander une ordonnance de protection étant donné l'incident au travail. J'ai dit pas encore, espérant qu'Olivier se calmerait une fois qu'il réaliserait que le procès ne menait nulle part. Le tribunal a programmé l'audience pour dans 6 semaines. Béatrice m'a assuré que c'était une perte de temps complète pour tout le monde, mais nous devions nous présenter et montrer nos preuves. Elle m'a dit d'apporter les photos de la bague sur son comptoir avec les horodatage, plus le SMS où je disais qu'il pouvait la garder. Elle s'occuperait du reste. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur la construction de ma vie réelle au lieu de me défendre contre les absurdités d'Olivier. J'ai rencontré Juliette et d'autres amis pour dîner dans un restaurant thaï, et personne n'a calculé qui avait commandé quoi ou divisé l'addition au centime près. Nous avons juste divisé équitablement, et tout le monde a mis sa carte. Cela semblait si normal et facile que j'ai presque pleuré. Juliette l'a remarqué et a serré ma main sous la table. Plus tard, elle m'a dit que je semblais plus légère et plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Sans la surveillance financière constante d'Olivier, je pouvais simplement exister sans surveiller chaque choix que je faisais. Je m'achetais des fleurs fraîches à l'épicerie juste parce qu'elles étaient jolies. Je commandais un latte sophistiqué au lieu d'un café ordinaire. Je laissais un gros pourboire pour un bon service sans calculer le pourcentage exact. De petites libertés qui auraient toujours dû être normales semblaient révolutionnaires. J'ai recommencé à aller à la salle de sport et je me suis inscrite à un cours de poterie qui m'intéressait depuis des mois. Olivier avait l'habitude de se plaindre des frais d'adhésion et des coûts des loisirs, alors j'avais arrêté de faire des choses que j'aimais. Maintenant, je me souvenais de qui j'étais en dehors de ces tableaux. Julien m'a envoyé un SMS de nulle part un soir. Il a dit qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et voulait s'excuser. J'étais surprise parce que Julien avait été fermement du côté d'Olivier pendant toute la situation de la facture de la bague. Nous nous sommes rencontrés pour un café et Julien avait l'air mal à l'aise. Il a dit que regarder Olivier sombrer au cours des dernières semaines lui avait fait réaliser que la relation de leurs parents avec l'argent les avait endommagés tous les deux de différentes manières. Il a admis qu'en grandissant, Robert traquait chaque euro qu'Hélène dépensait et la faisait justifier ses achats jusqu'aux articles d'épicerie. Leur mère avait un compte bancaire secret séparé juste pour avoir une certaine indépendance financière. Julien a dit qu'il avait normalisé ce comportement parce que c'était tout ce qu'il connaissait. Mais voir Olivier aller encore plus loin avec moi lui avait ouvert les yeux. Il a dit que le comportement d'Olivier était mauvais et qu'il aurait dû dire quelque chose plus tôt au lieu de l'encourager. J'ai apprécié son honnêteté et je le lui ai dit. Julien a ensuite révélé qu'Olivier était en thérapie maintenant. J'ai demandé si cela signifiait qu'Olivier reconnaissait que son comportement était problématique. Julien a secoué la tête et a expliqué qu'Olivier était déprimé à cause de la rupture et que son thérapeute l'aidait à gérer la perte. Olivier passait apparemment les séances à parler de la façon dont je l'avais trahi et refusé d'être une partenaire financière. Le thérapeute essayait de l'aider à traiter ses sentiments, pas à changer sa façon de penser. J'ai dit à Julien que j'appréciais qu'il me contacte, mais que je n'étais pas intéressé par la réconciliation. Olivier devait faire un travail sérieux sur lui-même avant de pouvoir avoir une relation saine avec qui que ce soit. Julien a accepté et a dit qu'il voulait juste que je sache qu'il comprenait pourquoi j'étais parti. L'audience au tribunal est arrivée un mardi matin. J'ai pris ma journée et j'ai retrouvé Béatrice au tribunal. Olivier était déjà là dans le couloir avec 3 classeurs massifs remplis de documentation.
Il avait le reçu original de la bague, la police d'assurance, des articles imprimés sur les lois de propriété des bagues de fiançailles, et des captures d'écran de conversations SMS où j'avais admiré la bague. Il avait tout organisé avec des onglets colorés et des marque-pages comme s'il présentait un audit d'entreprise. Le juge a appelé notre affaire et nous sommes entrés dans la petite salle d'audience. Olivier a commencé en premier et s'est lancé dans une présentation détaillée sur l'achat de la bague. Il a expliqué comment il avait recherché le meilleur rapport qualité-prix, comparé les prix chez plusieurs bijoutiers, et sélectionné une bague qui correspondait à mes préférences déclarées. Il a montré le reçu avec le total de 3 600 € surligné. Ensuite, il a expliqué que bien qu'il m'ait donné la bague comme cadeau de fiançailles, j'avais rompu les fiançailles et lui devais donc un remboursement. Le juge a demandé s'il avait récupéré la bague. Olivier a dit oui, mais a prétendu que je l'avais portée pendant des semaines et diminué sa valeur de revente. Il avait une impression d'un bijoutier estimant que la bague valait maintenant 3 000 € à cause de l'usure. Le juge avait l'air de plus en plus agacé à mesure qu'Olivier présentait son cas. Quand Olivier a commencé à expliquer sa facture de service de petit ami comme preuve de ma mauvaise foi, le juge a levé la main et lui a dit d'arrêter. Elle m'a demandé de présenter mes preuves. J'ai simplement sorti mon téléphone et montré des photos de la bague posée sur le comptoir de la cuisine d'Olivier. Les photos avaient des horodatage clairs du jour où j'avais déménagé. J'ai montré le SMS où je lui disais qu'il pouvait garder la bague puisqu'il se souciait plus de sa valeur que de notre relation. Le juge a regardé les preuves pendant peut-être 30 secondes. Elle a rejeté l'affaire d'Olivier et lui a dit que les bagues de fiançailles sont des cadeaux et qu'il n'avait aucun droit légal au remboursement. Elle l'a averti de ne pas déposer de plaintes frivoles qui font perdre du temps au tribunal. Olivier a essayé d'argumenter, mais le juge l'a coupé et a appelé l'affaire suivante. Le tout a pris moins de 5 minutes. Dehors, sur le parking du tribunal, Olivier a essayé de m'approcher. Béatrice s'est immédiatement interposée entre nous et lui a dit de reculer. Olivier a dit qu'il voulait juste parler et expliquer pourquoi le juge avait tort sur la loi. Béatrice a sorti son téléphone et a dit que s'il ne partait pas immédiatement, elle demanderait une ordonnance de protection sur le champ. Elle avait la documentation de son harcèlement au travail, son procès frivole, et sa tentative actuelle de me contacter malgré des limites claires. Le visage d'Olivier est devenu rouge, mais il a fini par se retourner et partir. Je l'ai regardé monter dans sa voiture et démarrer. Quelque chose en moi s'est détendu. Ce dernier lien entre nous, la partie de moi qui se demandait encore si j'avais été trop dur ou si je l'avais mal compris, a finalement cassé. Olivier m'avait montré exactement qui il était encore et encore. J'avais fini de lui trouver des excuses. Une semaine plus tard, Julien m'a envoyé un SMS. Olivier fréquentait déjà quelqu'un d'autre. Une femme qu'il avait rencontrée via une application de rencontre qui venait apparemment d'un milieu aisé. Julien a dit qu'Olivier parlait déjà d'être plus prudent cette fois et de mieux protéger ses actifs. Je me sentais sincèrement désolé pour qui qu'elle soit. Elle penserait probablement que la prudence financière d'Olivier était responsable au début. Peut-être qu'elle apprécierait même son souci du détail et sa planification, mais finalement, elle découvrirait ce que j'avais découvert. Que Olivier ne voyait pas les relations comme des partenariats, mais comme des transactions commerciales où chaque interaction avait un prix. Je ne pouvais pas la prévenir, cependant. Elle devrait apprendre les problèmes d'Olivier par elle-même, tout comme je l'avais fait. J'ai retrouvé des amis de notre ancien groupe quelques semaines après le désastre du tribunal. Nous avons pris un café dans cet endroit du centre-ville qui avait de bonnes pâtisseries et des sièges en terrasse. C'étaient des gens qui nous avaient connus, Olivier et moi, en tant que couple pendant des années, qui avaient été à des dîners, des fêtes et des soirées jeux où Olivier calculait la part exacte de chacun dans l'addition. Sarah a commandé un latte et un muffin tandis que Thomas a pris un café noir. Personne n'a mentionné diviser l'addition ou suivre qui dépensait quoi. C'était bizarre au début, comme si j'attendais que quelqu'un sorte son téléphone et commence un tableau. Sarah a demandé comment j'allais, et j'ai donné la réponse standard comme quoi j'allais bien et que j'avançais. Thomas a interrompu et a dit qu'il devait être honnête à propos de quelque chose. Il a admis qu'ils s'étaient tous inquiétés pour moi pendant la relation, mais personne ne savait comment aborder le sujet. Sarah a approuvé et a dit que regarder Olivier me faire payer chaque centime dans chaque restaurant les mettait mal à l'aise, mais il se disait que je devais être d'accord avec ça sinon je ne resterais pas. Une autre amie, Michel, a dit qu'elle avait essayé de faire allusion une fois au fait que le comportement d'Olivier semblait contrôlant, mais je l'avais défendu et dit qu'il était juste prudent avec l'argent. Ils en avaient tous parlé dans un groupe de discussion sans moi, essayant de savoir s'ils devaient dire quelque chose ou se mêler de leurs affaires.
Je me suis senti gêné au début, comme si j'aurais dû voir ce qu'il voyait. Mais Sarah a expliqué que lorsque les choses escaladent lentement avec le temps, on normalise chaque nouveau franchissement de limite. La première fois qu'Olivier a calculé le coût exact de mon repas semblait excentrique. Au moment où il me facturait ma consommation d'eau, j'avais déjà accepté tellement de petites choses que cela semblait juste être une étape de plus. Thomas a dit que sa sœur avait vécu quelque chose de similaire avec un ex qui avait commencé par de petits comportements de contrôle et était progressivement monté jusqu'à la violence financière totale. La victime ne voit jamais cela arriver parce que chaque chose individuelle semble gérable par rapport à tout ce qu'elle a déjà accepté. Nous avons parlé pendant 2 heures des signaux d'alarme et de la facilité avec laquelle on trouve des excuses pour quelqu'un qu'on aime. Michel a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir été plus directe au lieu d'espérer que je le découvrirais par moi-même. Je leur ai dit que j'appréciais qu'ils se soucient assez pour s'inquiéter, même s'ils ne savaient pas comment aider. Avoir des amis qui validaient que le comportement d'Olivier était réellement tordu me faisait me sentir moins folle. J'avais passé tellement de temps à défendre ces bizarreries qu'entendre d'autres personnes confirmer qu'il dépassait les bornes me donnait l'impression d'avoir la permission de faire confiance à mon propre jugement à nouveau. Ma séance de thérapie suivante s'est concentrée sur la raison pour laquelle j'étais resté avec Olivier si longtemps malgré tous les signes avant-coureurs. La thérapeute m'a interrogé sur mon enfance et la façon dont mes parents géraient les conflits. J'ai expliqué que ma mère mettait toujours l'accent sur le fait d'être agréable et de ne pas faire de vagues. Elle nous disait à moi et Célia que les gentilles filles ne se plaignaient pas et ne causaient pas de problème. Si mon père faisait quelque chose qui dérangeait ma mère, elle ajustait simplement son propre comportement au lieu de l'aborder directement. J'ai grandi en la regardant s'adapter et faire des compromis pendant que mon père faisait à peu près tout ce qu'il voulait. La thérapeute a souligné que j'avais appris très tôt que maintenir la paix signifiait absorber le mauvais comportement des autres sans riposter. Quand Olivier a commencé son suivi financier, je me suis probablement senti mal à l'aise, mais je n'ai pas assez fait confiance à cet inconfort pour en faire toute une histoire. Chaque fois que j'acceptais quelque chose de nouveau de sa part, cela renforçait le schéma selon lequel mon rôle était d'être flexible et compréhensive. Elle a demandé ce qui se serait passé si j'avais refusé de le rembourser pour le supplément de sauce lors de notre 3e rendez-vous. J'ai admis que j'aurais probablement eu peur qu'il pense que j'étais difficile ou exigeante. La thérapeute a noté que j'avais priorisé l'opinion d'Olivier sur moi plutôt que mon propre confort et mes limites. Nous avons passé le reste de la séance à travailler sur la reconnaissance des moments où je réprime mes propres besoins pour éviter les conflits. Elle m'a donné des devoirs pour m'entraîner à poser des limites dans des situations à faible enjeu, comme dire à un serveur quand ma commande est erronée au lieu de la manger quand même. Apprendre à faire confiance à mon propre jugement et à fixer des limites sans culpabilité allait prendre du temps. Mais au moins maintenant, je comprenais pourquoi j'avais toléré le comportement d'Olivier pendant 3 ans. 3 mois après avoir quitté Olivier, je me suis réveillé un samedi et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à lui depuis plusieurs jours. Mon cerveau avait arrêté de ressasser automatiquement la relation, d'analyser ce qui avait mal tourné ou de me demander si j'avais réagi de manière excessive. J'ai fait du café dans mon appartement calme sans personne pour suivre combien j'en utilisais ou calculer le coût par tasse. J'ai pris une longue douche sans me soucier des factures d'eau ou des tableaux de consommation. J'ai commandé à emporter pour le dîner et je n'ai pas photographié le reçu ni les divisé en catégories. Ma vie semblait paisible d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été avec Olivier, même pendant les bons moments. J'avais passé 3 ans dans un état constant d'anxiété légère, toujours consciente que tout achat ou décision pourrait déclencher l'une des leçons financières d'Olivier. Même quand nous ne nous disputions pas activement à propos de l'argent, je gérais ses anxiétés et essayais de prédire ce qui le mettrait en colère. Maintenant, je pouvais juste exister sans ce stress de fond. Je suis allé à l'épicerie et j'ai acheté le bon fromage sans calculer le coût au 100 grammes. J'ai remplacé mes chaussures usées sans justifier la dépense à qui que ce soit. J'ai retrouvé Juliette pour dîner et quand elle a insisté pour payer, j'ai juste dit merci au lieu de planifier immédiatement comment la rembourser. L'absence de drame semblait étrange au début, comme si j'attendais le retour de bâton. Mais progressivement, je me suis adapté à l'idée que les relations n'avaient pas à être des négociations constantes et des calculs financiers. C'était ainsi que les gens normaux vivaient, sans suivre chaque transaction ni tenir les comptes de qui devait quoi. Juliette m'a appelé quelques semaines plus tard avec une idée. Son mari Stéphane avait un ami du travail qui était récemment divorcé et apparemment très normal avec l'argent. Elle voulait organiser un dîner décontracté pour nous présenter. Rien de sérieux, juste pour me remettre dans le bain. J'ai hésité parce que 3 mois semblaient trop tôt et je n'étais pas sûr d'être prête à sortir avec quelqu'un. Juliette a promis que ce serait sans pression et que si c'était horrible,
je pourrais partir n'importe quand. Elle a dit qu'il s'appelait Antoine et qu'il travaillait au support technique dans l'entreprise de Stéphane. Ils étaient amis depuis des années et Stéphane garantissait qu'Antoine était une personne authentiquement bonne qui ne me facturerait pas les entrées. J'ai accepté un dîner avec l'entente que c'était juste un dîner, pas une audition pour une relation. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant mexicain près de mon appartement un mardi soir. Antoine est arrivé à l'heure, m'a serré la main et a demandé ce que je voulais boire. Le serveur a apporté les menus, et Antoine a suggéré que nous commencions par du guacamole. Quand il est arrivé, il ne l'a pas photographié ni calculé combien de chips chacun de nous mangeait. Il a juste mangé du guacamole et a posé des questions sur mon travail. J'ai commandé des enchiladas et il a pris des fajitas. Et quand l'addition est arrivée, Antoine l'a prise sans même regarder le détail. Il a payé avec sa carte et a laissé un pourboire sans sortir de calculatrice. Toute l'interaction était si normale que cela semblait presque irréel. Nous avons parlé de films, de travail et de nos familles sans qu'Antoine ne mentionne une seule fois les budgets ou le suivi des dépenses. Il m'a raccompagné à ma voiture après et a dit qu'il avait passé un bon moment. Aucune mention de partage des coûts ou d'échéancier de remboursement, juste un rendez-vous ordinaire où quelqu'un payait un repas sans en faire une transaction financière nécessitant documentation et analyse. Je n'étais pas prête à me lancer dans quelque chose de sérieux avec Antoine ou qui que ce soit d'autre. Un dîner normal n'effaçait pas 3 ans de dégâts causés par Olivier ni ne me faisait soudainement faire confiance à mon jugement sur les hommes. Mais le rendez-vous m'a rappelé que le comportement d'Olivier était une aberration, pas la norme à laquelle je devrais m'attendre dans les relations. La plupart des gens ne suivaient pas la consommation d'eau de leur partenaire ni ne créaient d'échéancier de paiement pour les cadeaux d'anniversaire. La plupart des gens n'envoyaient pas de facture à leur petit ami pour le soutien émotionnel ni n'exigeaient le remboursement des bagues de fiançailles. Antoine était juste une personne ordinaire qui payait le dîner sans rendre ça bizarre, ce qui n'aurait pas dû sembler remarquable, mais l'était après des années avec Olivier. Je suis allé à un deuxième rendez-vous avec Antoine la semaine suivante, et c'était tout aussi normal. Nous sommes allés au cinéma et il a acheté les billets sans me demander de lui faire un Lydia pour ma moitié. Nous avons pris du popcorn et il n'a pas calculé combien j'en mangeais par rapport à lui. Après, nous avons pris une glace et partagé un soda sans qu'Antoine ne pèse la cuillère pour assurer une distribution égale. Être avec quelqu'un qui ne marchandisait pas chaque interaction donnait l'impression d'apprendre à respirer correctement après des années à retenir mon souffle. Je n'étais toujours pas sûr qu'Antoine soit le bon pour moi à long terme, mais au moins maintenant je savais à quoi ressemblait la normalité. Le travail m'a convoqué à une réunion avec ma patronne environ 6 semaines après l'incident du tribunal. J'ai pensé qu'Olivier avait peut-être encore intensifié son harcèlement au travail, mais au lieu de cela, ma patronne m'a offert une promotion au poste d'analyste senior. Le poste venait avec une augmentation significative et plus de responsabilités dans la gestion des comptes clients. Elle a dit que je faisais un excellent travail et que l'équipe respectait mon jugement et mon souci du détail. J'ai accepté immédiatement et je suis sorti de ce bureau avec le sentiment d'avoir enfin tiré quelque chose de bon de tout le désastre Olivier. La promotion signifiait que je pouvais me permettre mon appartement confortablement sans stresser pour l'argent. Je n'aurais pas à suivre chaque dépense ou à m'inquiéter des coûts imprévus. J'avais une véritable sécurité financière qui ne dépendait pas du partage à 50-50e avec quelqu'un qui en voulait à mon existence. J'ai célébré en allant à la bijouterie où Olivier avait acheté ma bague de fiançailles. Le même vendeur m'a reconnu et a demandé comment se passaient les préparatifs du mariage. J'ai expliqué que nous avions rompu et que je étais en fait là pour m'acheter une bague. Je voulais quelque chose de beau que je choisissais et payais moi-même. Quelque chose qui symbolisait mon engagement envers mon propre bonheur au lieu de l'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai choisi un simple anneau en or avec de petits diamants autour. Rien de flashy, mais élégant et bien fait. Cela coûtait plus cher que ce que j'aurais dépensé il y a 6 mois, mais j'avais l'augmentation de la promotion et je voulais ça. Le vendeur l'a emballé et je l'ai porté à ma main droite comme un rappel que je n'avais besoin de personne d'autre pour valider ma valeur ou célébrer mes réussites. Célia m'a appelé la semaine suivante avec une histoire sur sa rencontre avec Hélène à l'épicerie. Nos parents faisaient les courses et ont vu Hélène au rayon fruits et légumes. Maman a dit qu'Hélène a essayé de faire la conversation comme si de rien n'était, demandant des nouvelles de moi et Célia et agissant comme si nous étions toujours une grande famille heureuse. Mon père n'était apparemment pas d'humeur. Il a dit directement à Hélène que ce qu'Olivier m'avait fait était de la violence financière et qu'aucune quantité de faux semblants ne changerait ce fait. Hélène est devenue défensive et a dit qu'Olivier essayait juste de se protéger des croqueuses de diamants.
Mon père a répondu que traiter sa fiancée de croqueuse de diamants parce qu'elle ne voulait pas être facturée pour une bague de fiançailles montrait exactement quel genre de personne était Olivier. Hélène a laissé son caddie juste là dans le rayon fruits et légumes et est sortie du magasin. Maman se sentait un peu mal à propos de la confrontation, mais papa a dit que quelqu'un devait dire la vérité à Hélène puisqu'elle ne l'avait clairement jamais entendue avant. Célia pensait que tout cela était hilarant et souhaitait avoir été là pour voir la tête d'Hélène. Je me sentais reconnaissante que mon père soit prêt à me défendre même lors de rencontres gênantes à l'épicerie. Il aurait pu juste faire une conversation polie et éviter le conflit, mais au lieu de cela, il m'a défendu et s'est assuré qu'Hélène sache que le comportement de son fils n'était pas acceptable. Avoir une famille qui validait ma réalité au lieu de me pousser à faire la paix avec Olivier a fait toute la différence. J'ai pensé à quel point tout aurait pu être différent si ma famille avait réagi comme Olivier. Si mes parents m'avaient dit d'être plus compréhensifs ou suggéré que je réagissais trop à une planification financière normale. Si Célia avait pris le parti d'Olivier et dit que je devrais apprécier sa responsabilité fiscale. S'ils m'avaient tous mis la pression pour payer la facture et arranger les choses parce que rompre pour de l'argent semblait mesquin. Je serais probablement resté plus longtemps, me convainquant que j'étais le problème. Peut-être même que je l'aurais épousé. Avoir des gens qui valident votre réalité est crucial quand quelqu'un vous manipule sur ce qui est normal. Olivier avait toute sa famille derrière lui disant qu'il était intelligent, protecteur et justifié dans ses demandes. Ce genre de renforcement le rendait plus confiant dans ses délires et plus agressif dans leurs poursuites. Pendant ce temps, j'avais des gens qui me disaient la vérité, que son comportement était abusif, et que je méritais mieux. Ma thérapeute a dit, c'est souvent la différence entre les gens qui échappent aux mauvaises relations et les gens qui y restent piégés. La validation externe vous aide à faire confiance à vos propres perceptions quand quelqu'un travaille activement à les saper. Je me sentais incroyablement chanceuse que ma famille voie Olivier clairement et n'ait pas peur de le dire, même si cela signifiait des confrontations gênantes à l'épicerie avec sa mère. 6 mois après avoir déménagé, je m'épanouissais véritablement. Le travail se passait bien, et j'avais reçu des retours positifs sur plusieurs projets majeurs. Mon appartement ressemblait à un foyer au lieu d'un logement temporaire. J'avais construit un groupe d'amis qui se réunissaient régulièrement pour des dîners et des soirées jeux où personne ne calculait les portions exactes ni ne tenait de compte courant. Juliette et Stéphane m'invitaient fréquemment, et j'avais commencé à recevoir des gens chez moi aussi. Je voyais Antoine de manière décontractée, rien de sérieux encore, mais confortable et sans drame. Ma relation avec ma famille s'était renforcée à travers tout ce qui s'était passé avec Olivier. Célia et moi parlions plus souvent, et mes parents prenaient des nouvelles régulièrement pour s'assurer que j'allais bien. Même mes amitiés semblaient plus authentiques maintenant que je ne gérais pas constamment le comportement d'Olivier ou ne trouvais pas d'excuses pour ses obsessions financières. J'avais appris à poser des limites et à dire quand quelque chose me dérangeait au lieu de m'adapter automatiquement aux autres. La thérapeute a dit que je m'en sortais remarquablement bien compte tenu du traumatisme causé par la relation. Elle a noté que j'avais fait le travail difficile de traiter ce qui s'était passé au lieu de simplement passer à autre chose et répéter les mêmes schémas. J'avais identifié le conditionnement de mon enfance qui me rendait vulnérable à la manipulation d'Olivier et travaillé activement pour changer ses réponses. J'avais construit un système de soutien et appris à faire confiance à mon propre jugement. Plus important encore, je m'étais prouvé que je pouvais quitter une mauvaise situation et construire quelque chose de mieux. La vie que j'avais maintenant était entièrement ma propre création, financée par mon propre salaire et décorée selon mes propres goûts. Personne ne suivait mes dépenses ou ne remettait en question mes choix. J'étais enfin libre. Julien a envoyé un SMS demandant à me voir pour un café. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes rencontrés au même endroit où j'avais pris un café avec Sarah et Thomas. Julien a commandé et payé nos 2 boissons sans le mentionner, ce que j'ai apprécié. Il a dit qu'il voulait me donner des nouvelles d'Olivier puisqu'ils étaient toujours frères et il se disait que je voudrais peut-être savoir. Olivier était de nouveau fiancé après seulement 5 mois. La nouvelle femme s'appelait quelque chose de générique que j'ai immédiatement oublié. Julien a dit qu'elle venait d'une famille riche, une vieille fortune qu'Olivier avait définitivement remarquée. Il était allé vite avec cette relation, passant du premier rendez-vous aux fiançailles en moins de 4 mois. Julien pensait que l'argent de la famille était la raison pour laquelle Olivier avait fait sa demande si rapidement. Il voulait la verrouiller avant qu'elle ne réalise dans quoi elle s'engageait. J'ai demandé si Olivier lui avait déjà envoyé une facture pour la bague. Julien a ri et a dit, pas à sa connaissance, mais la relation était encore nouvelle. Il supposait qu'Olivier avait appris à mieux cacher son comportement de contrôle financier au début.
Les factures et les tableaux sortiraient probablement après le mariage quand elle serait plus engagée. Julien se sentait mal pour qui que soit cette femme, mais ne la connaissait pas assez bien pour la prévenir. Olivier avait apparemment dit à sa famille que j'étais financièrement irresponsable et qu'il avait trouvé quelqu'un qui comprenait la valeur de l'argent. Julien voulait que je sache qu'il ne croyait pas la version des faits d'Olivier et pensait que son frère avait besoin d'une thérapie sérieuse. J'ai apprécié que Julien me contacte, mais je lui ai dit que je ne voulais plus de mise à jour sur Olivier. Ce chapitre de ma vie était clos et je n'avais pas besoin de savoir qui il manipulait ensuite. Julien a compris et a dit qu'il voulait juste s'assurer que je connaisse la vérité sur ce qu'Olivier racontait. Nous avons fini notre café et sommes partis chacun de notre côté. Je suis rentré chez moi ne ressentant rien à propos des fiançailles d'Olivier, sauf peut-être de la pitié pour sa nouvelle victime. 3 semaines après le café avec Julien, je l'ai croisé à l'épicerie près de chez lui. Il a fait un signe de la main et est venu avec son caddie à moitié plein de dîners surgelés et de boissons énergisantes. Il a dit qu'il avait l'intention de m'envoyer un SMS, mais n'était pas sûr si je voulais en entendre plus sur la situation d'Olivier. Je lui ai dit que j'appréciais l'intention, mais que j'étais sincèrement en paix avec ce qu'Olivier faisait maintenant. Julien a hoché la tête et a dit que c'était probablement plus sain que de rester investi dans le gâchis de son frère. Il a mentionné qu'Olivier avait posté des photos de fiançailles avec sa nouvelle petite amie partout sur les réseaux sociaux, le genre où ils fixent tous les deux la bague au lieu de la caméra. Julien a dit que la femme avait l'air heureuse sur les photos, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait avec les problèmes d'argent d'Olivier. J'ai remercié Julien d'avoir veillé sur moi quand tout s'est effondré, et il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir parlé plus tôt de la bizarrerie du comportement d'Olivier. Nous nous sommes dit au revoir et sommes partis chacun de notre côté à travers le rayon fruits et légumes. Je suis rentré chez moi et j'ai déballé mes courses sans penser à Olivier une seule fois, ce qui semblait être un progrès. Le lendemain au travail, j'ai réalisé que j'avais passé presque 2 semaines complètes sans vérifier si Olivier m'avait bloqué sur les réseaux sociaux ou posté quelque chose sur moi. Ma thérapeute m'avait dit que l'indifférence était l'étape finale pour passer à autre chose, mieux que la colère ou la tristesse, car cela signifiait qu'il ne comptait vraiment plus. Béatrice m'a envoyé un SMS le samedi suivant demandant si je voulais venir à un dîner chez elle. Elle a dit que ce serait décontracté avec de la bonne nourriture et des gens intéressants, principalement des femmes qu'elle connaissait de différentes parties de sa vie. J'ai failli dire non parce que je n'étais toujours pas très à l'aise dans les situations sociales après avoir passé 3 ans avec Olivier à m'isoler de mes amis. Mais quelque chose m'a fait dire oui. Béatrice vivait dans un loft d'entrepôt rénové au centre-ville avec des briques apparentes et d'immenses fenêtres. Quand je suis arrivé, il y avait déjà 6 autres femmes là-bas, tout autour de mon âge, buvant du vin et riant dans la cuisine. Béatrice m'a présenté et je me suis immédiatement senti à l'aise d'une manière que je n'avais pas prévue. Nous avons mangé des pâtes et de la salade autour de sa grande table à manger et la conversation a coulé naturellement du travail au voyage en passant par les histoires d'horreur de rendez-vous. C'est là que j'ai réalisé que chaque femme à la table avait quitté une relation financièrement contrôlante. Une femme nommée Sarah a parlé de son ex qui lui faisait soumettre des reçus détaillés pour tout achat de plus de 10 €. Une autre femme nommée Michel a décrit comment son ex-mari avait caché de l'argent dans des comptes qu'elle ne connaissait pas tout en prétendant qu'il ne pouvait pas se permettre les nécessités de base. Une troisième femme nommée Julie a ri de son ex-petite amie qui lui facturait un loyer pour rester dans son appartement, mais ne la laissait pas avoir de clé ou mettre son nom sur quoi que ce soit. J'ai partagé l'histoire de la facture de la bague, et tout le monde a gémi en signe de reconnaissance, pas de choc. Elles avaient toutes leur propre version d'hommes qui utilisaient l'argent comme une arme pour les contrôler et les rabaisser. Nous avons passé des heures à échanger des histoires allant de l'absurde au déchirant, trouvant du réconfort à savoir que nous n'étions pas seuls ou folles d'être partis. Sarah a dit que son ex l'avait convaincue qu'elle était nulle avec l'argent alors qu'en réalité, il manipulait juste les chiffres pour la garder dépendante. Michel a dit qu'il lui avait fallu 2 ans après le divorce pour arrêter de se sentir coupable chaque fois qu'elle s'achetait quelque chose de sympa. Julie a dit qu'elle se surprenait encore parfois à calculer si elle pouvait se permettre des courses de base, même si elle gagnait bien sa vie maintenant. Béatrice a levé son verre et a dit que nous étions toutes des survivantes de violences financières et que cela méritait d'être célébré. Nous avons trinqué et je me suis sentie sincèrement heureuse pour la première fois depuis des mois, entourée de femmes qui comprenaient exactement ce que j'avais traversé sans avoir besoin de longues explications. La notification du calendrier sur mon téléphone a montré que cela faisait exactement 1 an qu'Olivier m'avait demandé en mariage au restaurant italien. J'étais assise dans mon appartement en buvant du café et en lisant un dimanche matin. Le genre de routine paisible que je m'étais construite au cours des 12 derniers mois. Ma vie semblait complètement différente maintenant,
d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer ce soir-là quand Olivier a sorti son tableau de remboursement de bague. J'avais mon propre endroit que je décorais exactement comme je voulais sans que personne ne remette en question mes choix ou ne suive mes dépenses. J'avais des amis qui se souciaient sincèrement de moi sans tenir le compte des faveurs dues. J'avais un travail où j'étais doué, où ma patronne respectait mon travail et n'avait pas à gérer mon ex essayant de saisir mon salaire. J'avais une thérapeute qui m'aidait à comprendre comment j'avais fini par accepter le comportement d'Olivier pendant si longtemps et comment éviter des schémas similaires à l'avenir. Plus important encore, je m'étais retrouvé d'une manière que je n'avais pas réalisé avoir perdu pendant ces 3 années avec Olivier. Je pouvais acheter du café cher sans culpabilité, prendre de longues douches sans m'inquiéter des factures d'eau, commander à emporter sans calculer ma part au centime près. Des choses simples qui auraient toujours dû être normales semblaient révolutionnaires après des années de surveillance financière. Je pensais à Olivier parfois, mais sans colère ni tristesse, juste une conscience lointaine qu'il existait quelque part en vivant sa vie. Julien avait complètement cessé de me donner des nouvelles, ce que j'appréciais parce que je n'avais vraiment pas besoin de savoir. La bague était dans une boîte quelque part dans l'appartement d'Olivier. Ou peut-être l'avait-il vendue pour récupérer son investissement comme il l'avait toujours voulu. J'avais appris que l'amour ne devrait pas venir avec des factures, des plans de paiement ou des tableaux suivant qui devait quoi. La bonne personne ne me ferait pas sentir que se soucier d'elle était une transaction financière nécessitant un remboursement. J'ai fini mon café et ouvert mon ordinateur portable pour regarder des destinations de vacances que je pouvais réellement me permettre maintenant que je ne payais pas de dettes relationnelles imaginaires. Mon calendrier était vide. Mon compte bancaire était à moi seul. Et mon avenir était construit sur mes propres valeurs au lieu de la version tordue de l'égalité de quelqu'un d'autre. La facture de la bague avait été le meilleur cadeau qu'Olivier m'ait jamais fait parce qu'elle m'avait montré exactement qui il était avant que je ne commette l'erreur de l'épouser.